Bienvenue aux abonnés de Criminal Defense Essentials. On s'attaque aujourd'hui à une décision qui a vraiment fait beaucoup de bruit récemment dans le monde juridique québécois. Oui, l'arrêt Gordon Gray contre le roi, rendu par le juge Cournoyer. Exactement. Et ce qui est particulier, c'est qu'un verdict de culpabilité pour meurtre a été annulé, mais pas à cause, disons, d'une nouvelle preuve. Non, pas du tout. C'est ça qui est si percutant. On ne parle pas d'ADN, on ne parle pas d'un témoin qui change sa version. On parle de l'impact des mots d'un procureur. C'est donc là-dessus qu'on va se pencher. Oui. Notre objectif, c'est de décortiquer pourquoi la Cour a décidé que cette plaidoirie a carrément vicié le procès. Et ce qui est fascinant, c'est que l'arrêt ne fait pas que corriger une erreur, il en profite pour, en quelque sorte, redessiner très clairement les lignes à ne pas franchir. Un message pour l'avenir, donc. Un message très puissant, autant pour les procureurs que pour les juges. D'accord, allons-y. Le juge Cournoyer ne mâche pas ses mots. Dès le début, il écrit quelque chose de très, très fort. Il dit que les principes directeurs d'une plaidoirie de la Couronne semblent avoir été carrément oubliés. Oublier. Le mot est lourd de sens, oui. Alors, justement, quels sont ces principes si fondamentaux? C'est une excellente question parce que, c'est pas des règles qui sortent de nulle part. Elles sont au cœur de notre système depuis des décennies. On ne les a pas inventés hier. Pas du tout. On peut remonter à l'arrêt Vallière, il y a plus de 50 ans. Déjà à l'époque, la Cour mettait en garde la Couronne. Attention aux arguments psychologiques, aux arguments passionnels. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'est que le jury doit analyser la preuve avec sa tête, pas avec ses émotions. Rester factuel, rationnel. Voilà. Et la pierre angulaire de tout ça, le vrai pilier, c'est l'arrêt Boucher de la Cour suprême. C'est la décision de référence. Boucher. Oui. C'est là qu'on établit que le procureur de la Couronne a un double rôle. Et c'est là que ça devient complexe. Il est un avocat, oui, mais il est aussi un ministre de la Justice. Son but, ce n'est pas juste de gagner. C'est ça. Son but, ce n'est pas d'obtenir une condamnation à tout prix, c'est de s'assurer que justice soit rendue. Et ça change tout dans la façon de plaider, j'imagine. Quelles sont les règles du jeu, concrètement? Boucher nous donne des balises très claires. La première, c'est que la plaidoirie doit être exacte, juste et impartiale. D'accord, ça semble être la base. Et la deuxième, et elle est cruciale, le procureur ne doit jamais exprimer son opinion personnelle, ni sur la culpabilité de l'accusé, ni sur la crédibilité d'un témoin. Ah oui, c'est la faute classique. Sinon, il devient lui-même un témoin dans sa propre cause. Exactement, il témoigne sans être assermenté. Et la troisième règle d'or, on ne fait jamais référence à des faits qui n'ont pas été prouvés au procès. On s'en tient au dossier. Point. D'accord. Mais en même temps, le système est contradictoire. Un procureur, il doit être convaincant, il doit persuader. Là récite la fameuse phrase de la cause Heard. Ah oui. Un procès pour meurtre, ce n'est pas un thé entre amis, un tea party. On s'attend à une certaine vigueur. Et c'est tout le paradoxe, c'est une vraie corde raide. L'avocat doit être vigoureux, mais juste. Persuasif, mais responsable. La Cour reconnaît qu'un certain degré de passion rhétorique, c'est normal. Bien sûr. La question, ce n'est jamais de savoir si le procureur a été passionné. La vraie question, le test ultime que le juge Cournoyer utilise, c'est est-ce que, au final, l'ensemble de la plaidoirie a privé l'accusé de son droit à un procès équitable. Et c'est ce test qui nous amène directement au problème dans l'affaire Gray. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui a dérapé à ce point? La Cour dit que la plaidoirie était impropriée, mais elle fait une nuance intéressante. Ce n'était pas l'exemple le plus flagrant de plaidoirie incendiaire. Et ça, c'est le cœur de la décision. C'est une distinction hyper importante. Ça veut dire qu'on peut vicier un procès sans mettre le feu à la salle d'audience, si on veut. C'est plus subtil que ça. Beaucoup plus. Ce n'est pas un seul commentaire choquant, mais une accumulation. Un ton général qui a dévié de la trajectoire de l'équité. L'arrêt regroupe les erreurs en plusieurs thèmes, et le premier, c'est peut-être le plus insidieux. L'utilisation de l'autorité morale de la couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Utiliser le poids de l'institution, en quelque sorte. Explicitement. Précisément. C'est quand le procureur suggère au jury de se fier à lui simplement parce qu'il représente l'État. C'est dire, en substance, faites-nous confiance, nous, la couronne, on ne poursuit pas des innocents. Ce qui sous-entend que le travail est déjà à moitié fait. Voilà, ça sous-entend que la couronne a des informations que le jury n'a pas et que la décision d'accuser est déjà une forme de garantie de culpabilité. C'est une voie absolument interdite. Et comment ça s'est manifesté dans le cas de Gray? Les citations sont assez frappantes. Elles sont très révélatrices. Le procureur a posé des questions rhétoriques comme « Pensez-vous que nous accusons des gens de meurtre seulement quand nous avons de l'ADN ?» Ouf. C'est une façon de dire « notre barre est haute,
Faites-nous confiance. C'est ça. Ou encore pire, cette déclaration. Je dis que c'est Monsieur Gray parce que je suis le procureur, je crois en cette cause. Là, le procureur met son prestige personnel en jeu. Et il y avait l'usage constant du nous. Oui, nous sommes convaincus, pour nous c'est clair. L'effet cumulatif, c'est de suggérer au jury qu'il peut, en quelque sorte, déléguer son analyse critique à la poursuite. Ce qui nous amène directement au deuxième gros problème, l'expression des opinions personnelles. C'est la suite logique. C'est le prolongement direct. On passe de l'autorité de l'institution à celle de l'individu. C'est la faute classique, le b.a.-ba de ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Quand le procureur dit « je pense que », il ne présente plus un argument basé sur la preuve. Il offre son témoignage personnel. Et là, les exemples sont tout sauf subtils. On a eu droit à des affirmations directes comme « c'est lui, il est coupable, c'est tout, waouh !» Ce n'est même plus un argument, c'est un verdict. Et l'utilisation d'expressions comme « échec et mat » ou « bam, fin de l'histoire ». C'est un langage qui cherche à clore le débat, à dire au jury qu'il n'y a plus rien à analyser, que la réflexion a déjà été faite pour eux. Ce n'est pas de la persuasion, c'est presque de l'intimidation intellectuelle. Face à de tels commentaires, le rôle de la juge de première instance devient absolument crucial. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de corriger le tir? Elle a tenté, oui, mais c'est l'exemple parfait du trop peu, trop tard. Et c'est un point majeur de la décision d'appel. Ah oui, Les directives correctives sont arrivées 3 jours après la plaidoirie. 3 jours. L'impact a eu le temps de s'installer. Exactement. Et en plus, elles étaient très générales, du genre « vous devez ignorer les opinions personnelles ». La cour d'appel dit que ça ne suffit pas. Face à des erreurs aussi spécifiques et répétées, il fallait une intervention beaucoup plus ferme, immédiate, ciblée, Il aurait fallu nommer les commentaires problématiques. précisément, et expliquer pourquoi ils doivent être ignorés. C'est très difficile de désentendre quelque chose. Une fois que la cloche a sonné, il faut plus qu'une petite note pour en annuler le son. La cloche a donc continué de résonner. Et les problèmes ne se sont pas arrêtés là. On entre ensuite dans un territoire encore plus glissant, l'appel aux émotions et le raisonnement par propension. Effectivement, le procureur a tenté de créer un lien de sympathie entre le jury et les témoins. Il a dit, et je cite, « Ces témoins oculaires sont des femmes fortes qui sont venues ici témoigner pour obtenir justice pour un meurtre horrible et insensé. À première vue, ça pourrait sembler être un hommage, mais en droit, c'est problématique. » Très problématique. C'est ce qu'on appelle du oath helping. C'est se porter garant de la crédibilité d'un témoin, non pas sur la base de son témoignage, mais sur son caractère ou ses motivations. On demande au jury de les croire parce que ce sont de bonnes personnes, Alors qu'un jury doit juger de manière froide, objective. sans sympathie ni préjugés. Cet appel à l'émotion, c'est une distraction de leur devoir. Et ça nous mène à ce qui est peut-être l'erreur la plus grave, le fameux raisonnement par propension. L'idée de juger quelqu'un pour le genre de personne qu'il est. C'est l'antithèse de notre système de justice. Et la plaidoirie a suivi une pente très, très glissante. Ça a commencé avec le mobile du meurtre, une dette de drogue de 45 $. D'accord? L'argument a ensuite dévié pour suggérer que l'accusé est le genre de personne prête à tuer pour une somme aussi ridicule, juste pour préserver sa réputation dans la rue. On passe de l'acte à la personne. Exactement, et ça va plus loin. Le procureur a ensuite généralisé, présentant ce meurtre comme un simple exemple des innombrables crimes liés à la drogue à Montréal. Et le coup de grâce. Il y a un coup de grâce. Oui, c'est quand il invite le jury à se mettre dans leurs souliers en parlant de la vie dans la rue avec ses codes différents. C'est un appel direct aux préjugés. On demande au jury de le condamner parce qu'il appartient à un certain monde. C'est exactement ça. On demande de le condamner non pas sur la preuve, mais parce qu'il correspond à un stéréotype. Et ça, la Cour a qualifié ça de hautement inapproprié. Bon, le portrait des erreurs est clair. C'est multiple, c'est accablant. Prenons un peu de recul maintenant. Une analyse intéressante de Maître Doyon suggère que la portée de cet arrêt va bien au-delà du cas Gray. On parle d'un impact systémique. Tout à fait. Le premier point, c'est que l'arrêt Gray semble élargir la portée de la protection contre les plaidoiries abusives. On revient à cette distinction entre inapproprié et incendiaire. C'est ça. La Cour d'appel dit que les commentaires n'étaient pas les plus extrêmes qu'on ait vus, mais ce n'est pas ça le critère. C'est l'effet cumulatif des manquements, le ton général qui n'était ni juste ni impartial, qui a empoisonné le procès.
Donc un procès peut mourir d'un millier de petites coupures, pas seulement d'un coup de poignard. C'est une excellente image, c'est exactement ça. Le deuxième point, c'est un message très direct au juge de première instance. On a parlé de l'intervention tardive et générale de la juge. Cet arrêt semble vouloir mettre un terme à cette approche. Absolument, c'est un appel à la proactivité. L'arrêt le dit clairement. Une directive corrective, pour être efficace, doit être immédiate, claire, spécifique et ferme. On ne peut plus se contenter de dire à la fin « Au fait, ignorez les opinions des avocats ». Il faut intervenir sur le champ. Oui, avec force pour neutraliser le poison. L'arrêt Gray établit que cette intervention rapide et ciblée, ce sera désormais la norme attendue. Le laxisme face à ça n'est plus une option. Et ça nous amène au troisième point de l'analyse qui qualifie la décision de coup de tonnerre. C'est une expression forte. Et elle est justifiée. Annuler un verdict de culpabilité pour meurtre, c'est une des décisions les plus graves qu'une cour d'appel puisse prendre. Ce n'est jamais fait à la légère. C'est une mesure exceptionnelle. Oui. Et en le faisant ici, la cour agit comme un frein très puissant à une tendance que certains observent depuis des années. La tentation pour certains procureurs de miser sur l'émotion et les préjugés pour, disons, pallier les faiblesses d'une preuve objective. C'est un avertissement très clair. Très clair et très limpide. Cette stratégie a des conséquences et elles sont sévères. En somme, l'arrêt Gordon Gray est bien plus qu'une correction dans un dossier. C'est un rappel fondamental que la manière dont on cherche à obtenir une condamnation est aussi importante que la condamnation elle-même. Juste, objective, impartiale, et cet arrêt montre de façon éclatante que le non-respect de ce devoir peut faire s'écrouler tout l'édifice. Hmm. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question qui est au cœur de notre système contradictoire. Dans un procès où chaque avocat doit se battre avec vigueur, comment on trace la ligne exacte, entre une plaidoirie passionnée mais légitime et un appel à l'émotion qui compromet l'équité? Est-ce que cet arrêt vient de déplacer la ligne ou est-ce qu'il s'est simplement contenté de la rendre beaucoup plus visible pour que personne ne puisse plus prétendre l'ignorer? C'est une excellente pensée pour la réflexion. Merci aux abonnés de Criminal Defense Essentials d'avoir été à l'écoute pour cette analyse en profondeur. Et sur ce, alors que l'année tire à sa fin, nous en profitons pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes.